Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je vous en ai parlé dans les dernières vidéos, je comptais aborder un sujet un petit peu brûlant de la NBA. Bon, j'imagine que mon déguisement vous a donné assez d'indices. On y va. Dans les années 2000, la ligue était réputée comme une ligue de voyous, avec des ambassadeurs tels que Stephen Marbury, Allen Iverson qui arboraient leurs casquettes, grosses chaînes, baggy et t-shirts amples. C'est vrai que ça faisait pas vraiment une bonne image. Le commissionnaire de l'époque, donc je veux dire président de la NBA, David Stern a été vraiment contre et a imposé un dress code qui impose aux joueurs de s'habiller correctement et classe le soir des matchs. Mais bon, ça on s'en fout, hein, on va passer au sujet qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a des gangsters en NBA? On va tout d'abord s'attaquer au cas de Marquis Daniels, l'ancien joueur des Celtics et des Pacers. Le fait qui le relie le plus à un gang, c'est son tatouage dans son dos. Les Bloods, un gang de Los Angeles si ce n'est le gang de Los Angeles, comme signe distinctif, ils ont une étoile rouge avec un 5 noir à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, bizarrement, c'est ce qu'on retrouve sur le dos de Marquis Daniels. Mais ce n'est pas la seule chose qui le relie le plus aux Bloods. On peut aussi voir que lorsqu'il écrivait notamment, il remplaçait l'essai par des K, ce qui est un signe distinctif encore une fois du gang des Bloods. Blood encore une fois avec l'ex-shooter des Spurs et des Pacers, Stephen Jackson. Il a déclaré avoir gravité autour du gang des Bloods depuis l'âge de 9 ans. Mais pour autant, il a bien précisé qu'il était impliqué parce que sa communauté gravitait autour de ceux-ci, mais qu'il n'était pas impliqué dans le gang. Quand je parle de ce qui gravitait autour de lui, c'est ce qui explique peut-être la mort de son grand frère alors que Stephen n'avait que 15 ans. Bon, une petite ligne bonus sur son CV. Je vous mets quand même cette photo là en plus, ça fait du bien de se rappeler un peu ce qui s'est passé au Palace. Il est bien cogné dans les gradins celui-là. Hein. Bon, je dois reconnaître que je suis peut-être un petit peu influencé parce que j'aime beaucoup J.R. Smith et j'ai envie de parler de lui. Mais il y a quelques années, il a été surpris sur Twitter à remplacer lui aussi les C par les K. Pour répondre à ceci, il a tout simplement effacé les tweets. Depuis, lorsqu'on lui en parle, il botte tout simplement en touche. C'est un joueur assez fantasque connu pour ses déboires personnels. Mais est-ce qu'il est relié à un gang? Je pense pas, je pense qu'il est juste un petit peu farfelu comme garçon. On arrive à un cas un petit peu plus croustillant. Tony Allen, qui joue maintenant Memphis Grizzlies, a eu une petite altercation qui a failli très mal finir pour lui au début de sa carrière. Alors qu'il joue à Boston en playoff contre Chicago, il décide de faire une sortie en boîte de nuit avec certains de ses amis. Suite à cette petite sortie, je vous laisse deviner qu'est-ce qui peut bien se passer en boîte de nuit bourré. Putain, t'avais raison! Ah là là, c'est quand même dingue, hein! Eh oui. Un homme se fait tirer 2 fois dessus et meurt de la suite de ses blessures. On ne sait pas vraiment qui était cet homme qui a été abattu, mais visiblement il avait un lien avec certains gangs. Parce que depuis cet événement, Tony Allen a continuellement reçu des lettres de menaces de mort. D'après les rumeurs, ça serait un chef de gang qui lui a fait transmettre ces lettres en lui disant que s'il remettait un pied à Chicago, il n'en ressortirait jamais. Suite à ces très doux mots, Tony Allen a pris la sage décision de ne pas revenir à Chicago pendant quelques saisons, prétextant souvent lors de ses déplacements une blessure ou autre. Pour Caron Butler, c'est un petit peu différent. Lui, il a grandi dans des gangs, dans des quartiers où c'était vraiment très mal famé, mais son appartenance n'a jamais été vraiment flagrante. Il raconte toute sa jeunesse dans son bouquin, et notamment plusieurs anecdotes croustillantes. Il y a notamment un passage sur le fait de Gilbert Arenas et les armes dans le vestiaire des Wizards, mais bon, ça, je vais y revenir après, on en parle tout de suite. Pour vous montrer un petit peu qui est Caron Butler, j'ai une action et une citation de lui pour vous faire comprendre vraiment qui est le personnage. À ses 18 ans, il totalisait déjà 15 arrestations et avait déjà passé 1 an en prison. Je pense que ça classe un bonhomme, on est d'accord. Et il a aussi une citation assez sympa dans son genre, où il dit « Je ne consommais pas, je vendais juste de la drogue, c'était mon truc. » Chacun sa vie, mon copain. Il me reste encore 2 cas à aborder, mais je tiendrai à m'excuser auprès de Ron Artest, Matt Barnes, Zach Randolph, qui eux aussi sont des gros loupards en NBA, mais malheureusement, j'ai pas de faits assez croustillants sur eux. C'est assez surprenant que je parle de lui parce que c'est pas la première personne qui me viendrait à l'esprit quand je parle d'un gang, mais pourtant, c'est bien de Paul Pierce qu'on va parler. Né à Inglewood, à côté de LA, il a souvent été mêlé au gang des Bloods dans sa jeune carrière. Notamment pour ce signe-là, qui est un signe d'appartenance au gang des Bloods, qu'il a reproduit plusieurs fois durant des matchs. Mais bon, après, entre ça et ça qui signale un 3 points, il n'y a pas grande différence. Même s'il a déclaré ne jamais avoir fait partie d'un gang, le 26 septembre 2000, on peut quand même se poser la question. Joueur des Boston Celtics comme il est, c'est très compliqué pour lui d'y jouer là-bas étant donné qu'il était fan des Lakers ayant grandi à Los Angeles. Mais ce soir-là, dans une boîte de nuit de Boston, il se fait poignarder 11 fois. La première chose qu'il aurait dit en arrivant à l'hôpital, c'est « Will I survive ?» qui veut dire « Est-ce que je vais survivre ?» Évidemment, c'est la question que tout le monde se poserait à sa place. Mais il avait aussi sa carrière de basketteur à prendre en compte, ainsi que la situation financière de sa famille. Il s'est souvent déclaré suite à cet incident comme miraculé. Je trouve ça quand même un petit peu bizarre. Un mec qui a grandi à LA, qui aurait pu être mêlé au gang des Bloods, il arrive à Boston, il porte les couleurs des Celtics, il les porte même très bien parce qu'il en est pas peu fier. Il s'est poignardé 1 an après. Il y a quand même un petit truc louche là-dedans, non?
Et on arrive à mon dernier cas qui s'appelle Javaris Crittenton. Bon, on est bien d'accord, c'est pas le plus connu de tous nos gaillards, mais lui, il a mis la barre, mais à un niveau exceptionnel. Bon, tout d'abord, il y a l'histoire des pistolets dans le vestiaire des Wizards dont je vous parlais tout à l'heure avec Caron Butler. Je vous explique ça en bref. Après un match, les Wizards rentraient à Washington en avion. Comme ça se fait très souvent dans les avions, les joueurs faisaient des jeux de cartes où ils parient des fois des sommes d'argent. Javaris aurait gagné une partie de cartes et Arenas aurait refusé de le payer. Continuant à refuser encore et encore et encore, Caron Butler serait interposé en lui disant « Hey, Gilbert, vu ton gros contrat, tu peux payer ce gamin. » Mais visiblement, ça n'allait pas se passer comme ça. Javaris a menacé Gilbert en lui disant qu'il jouait avec sa vie. Le lendemain dans le vestiaire, les joueurs ont été horrifiés par le spectacle qui leur était proposé. D'ailleurs, plusieurs joueurs ont fui à la vue de ce qu'il y avait dans le sac de Gilbert Arenas. En effet, Gilbert Arenas avait ramené plusieurs armes dans son sac. Il avait déclaré à Javaris « Tiens, vas-y, prends-en une et shoot-moi avec. » Bien sûr, ces armes n'étaient pas chargées. C'est à ce moment-là que Javaris a sorti sa propre arme. Il l'a pointée sur la tête de Gilbert Arenas et lui a déclaré « Maintenant, qui est-ce qui fait le malin ?» Bien sûr, j'étais pas dans le vestiaire, mais c'est ce que Caron décrit dans son livre. C'est lui qui a séparé cette altercation et ça aurait pu vraiment très mal se finir entre les deux joueurs. Bon, je vous rassure, ils ont quand même reçu une suspension exemplaire de la part de la NBA, étant donné que Javaris Crittenton n'y a plus jamais rejoué. Gilbert Arenas, suite à ça, il n'a jamais retrouvé son niveau, ne faisant que dégringoler et quitter la Ligue 2 ou 3 ans après. Mais revenons sur le cas de Javaris Crittenton. Après cet incident et le fait qu'il n'ait plus jamais rejoint NBA, Javaris Crittenton a été officialisé comme membre du gang des Crips. Les Crips, c'est le gang rival des Bloods, donc comme je vous disais tout à l'heure, les Bloods remplacent les K par les C, le C faisant référence aux Crips, ce qu'ils ne veulent surtout pas. Mais la plus belle ligne du CV de Javaris Crittenton, c'est d'avoir pris 23 ans de prison. Il a été inculpé pour le meurtre d'une jeune femme de 22 ans, mère de 4 enfants. Il était en voiture avec un de ses amis qui conduisait, pendant que lui tirait sur la foule visant un membre d'un autre gang. Malheureusement, il était aussi adroit avec un pistolet qu'avec un ballon de basket. Du coup, il a shooté une jeune femme qui n'avait rien à voir là-dedans et il a raté le membre du gang. Bon, j'imagine que 23 ans derrière les barreaux, il va quand même avoir le temps de réfléchir et en sortant, il va recommencer les mêmes conneries parce que c'est comme ça ces mecs-là. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Je pense que je referai ce genre de vidéo de temps en temps avec différents thèmes abordés, même que des fois je me porterai tout simplement sur un joueur et sur sa carrière et en faire une sorte de biographie. Bon, je vous retiens pas plus, c'est déjà assez long. Non, je déconne. Allez, on se retrouve demain. La bise au chat!